Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui nous concerne vraiment tous, je crois. Comment les réseaux sociaux, comment ils redessinent notre identité? Comment on se voit? Comment on se montre? Pour ça, on va s'appuyer sur une analyse assez poussée, réseaux sociaux et identité, façonnage, bénéfices et risques. L'idée, c'est de comprendre un peu les mécanismes, voir le bon côté aussi, parce qu'il y en a, mais aussi identifier les risques, et puis voir comment on peut peut-être reprendre un peu la main. On se lance? Alors, pour commencer, juste pour être sûr qu'on parle de la même chose. Les réseaux sociaux, c'est ces plateformes, on crée un profil, on ajoute des amis, on partage, on réagit. Le truc qui change tout, c'est leur nature technique en fait. Tout reste ou peut rester longtemps, c'est la persistance, on peut tout retrouver, la recherchabilité, tout copier, la réplication. Et tout diffuser super largement. La mise à l'échelle. Nos petites conversations, nos photos de vacances, ça devient potentiellement des archives publiques. C'est quand même fou, non? C'est pas comme discuter au café du coin. Ah non, c'est clair, ça change tout. Et ça fait écho à un truc assez classique en sociologie, tu sais, l'idée d'Erving Goffman. Il disait que notre vie sociale, c'est comme une performance théâtrale. On s'adapte au public. Sauf que là, en ligne, le public, il est complètement mélangé. Ta famille, tes collègues, tes vieux potes, des inconnus, ils sont tous là, potentiellement, à regarder la même scène. C'est ça que Marwick et Boyd ont appelé, et c'est très juste, l'effondrement des contextes. C'est comme si tu parlais en même temps à ton chef, ta grand-mère et tes amis de soirée. Bonjour l'angoisse. Oui, je vois très bien. C'est cette impression d'être un peu sur un fil jugulaire. On ne sait plus trop pour qui on parle, alors on lisse un peu le message, on fait gaffe. Exactement. On fait gaffe, on développe des stratégies en fait. On s'auto-censure un peu, on utilise des private jokes, des codes que seuls certains comprennent. Parfois, on crée même plusieurs comptes. Ah oui, le fameux compte pro et le compte perso, ou le Finsta et le Rinsta chez les jeunes. Voilà, pour essayer de séparer les publics, du coup l'identité qu'on montre en ligne, elle est forcément plus Édité. réfléchie. Et point super important, elle devient très sensible aux chiffres. Les likes, les partages, les vues. Ces métriques, ça devient comme des indicateurs de succès social. Une sorte de boussole, quoi. Et ça oriente ce qu'on montre. On passe d'une expression de soi, peut-être spontanée, à une performance qu'on optimise pour avoir de l'engagement. Et c'est là, j'imagine, que les fameux algorithmes entrent en jeu, cette boîte noire. On pense voir ce que nos amis postent, mais c'est plus compliqué en fait. Ah oui, beaucoup plus compliqué. C'est crucial de comprendre ça. Nos fils d'actualité, ils sont pas neutres du tout. Ils sont façonnés activement par des algorithmes. Et le but premier de ces algos, c'est quoi? Nous garder sur la plateforme le plus longtemps possible, j'imagine. Exactement. Capter notre attention. Donc, ils apprennent ce qui nous fait cliquer, commenter ou même juste ralentir le défilement. Et avec ça, ils sculptent notre environnement en ligne. On peut voir deux effets majeurs sur l'identité. D'abord, il y a le renforcement. L'algo va nous montrer plus de trucs qui correspondent à ce qu'il pense être nos intérêts, nos opinions, nos groupes. Si t'aimes la rando, tu vas voir plein de randos et ça va renforcer cette partie de ton identité. Et ensuite, il y a le cadrage. C'est la plateforme qui décide par son design, par l'algo, quel type de contenu elle met en avant. Souvent, c'est ce qui fait réagir fort. L'indignation, la joie, la surprise. À force, ça peut changer notre idée de ce qui est normal ou important pour se définir. D'accord, mais est-ce que ça veut dire qu'on est complètement manipulé? Que les algos décident à notre place ce qu'on pense? C'est la grande question. Et la recherche récente, elle est plus nuancée. Il y a eu des études énormes, publiées dans Science, Nature, sur Facebook, Instagram, pendant des élections. Et les résultats sont fascinants. Oui, les algos influencent ce qu'on voit, bien sûr. Mais leur effet direct pour changer radicalement les opinions politiques, par exemple, il semble plus limité que ce qu'on craignait parfois. Ah, d'accord. C'est pas un lavage de cerveau direct alors? Pas forcément. Par contre, ce que ces études confirment massivement, c'est qu'on est surtout exposé à des contenus qui confirment ce qu'on pense déjà. Les fameuses bulles de filtre. Donc l'impact, c'est peut-être moins un changement brutal qu'une influence plus lente, plus insidieuse, qui renforce nos positions, nos appartenances. C'est encore un débat très actif chez les chercheurs. Je vois. Un autre mécanisme hyper important, c'est la comparaison sociale. On se compare tous, c'est humain. Mais là, avec les réseaux, ça prend une autre dimension. Oui, ça l'amplifie énormément.
Pourquoi? Parce qu'on a accès en permanence à des vitrines, des versions très choisies, souvent idéalisées de la vie des autres. Ça pousse forcément à se comparer. Et surtout, aux comparaisons vers le haut, on se compare à ceux qu'on perçoit comme mieux, plus beaux, plus riches, plus heureux, qui voyagent plus. Les plateformes très visuelles, genre Instagram, c'est le terrain de jeu idéal pour ça. Et ça a des conséquences réelles sur comment on se sent. Oui, les preuves s'accumulent. Des synthèses de plein d'études, ce qu'on appelle des méta-analyses, montrent une corrélation. Elle est peut-être modeste, mais elle est là, statistiquement solide. Plus on passe de temps sur les réseaux, surtout à regarder des photos, plus on risque d'être insatisfait de son corps, de son apparence. C'est pour ça que des organisations comme l'Association américaine de psychologie APA alertent, surtout pour les ados. Elle recommande plus d'éducation au numérique, d'accompagner les jeunes, de limiter l'exposition à ces idéaux. Parce que même un petit effet multiplié par des milliards d'utilisateurs. Exactement. À l'échelle de la population, surtout pendant l'adolescence qui est une période clé pour construire son identité, ça pèse sur l'estime de soi collective. C'est indéniable. Et si on dépasse l'individu, il y a aussi l'impact sur nos identités de groupe, non? Le sentiment d'appartenir à une communauté. Surtout que, comme le dit le Pew Research Center, beaucoup de gens s'informent via les réseaux maintenant. Ah oui, absolument. La façon même dont les plateformes sont construites, les hashtags qui rassemblent, les commentaires où on débat, où on s'écharpe, les directs qui créent des moments partagés, tout ça, ça favorise ce que certains chercheurs appellent des publics affectifs. C'est l'émotion qui devient le ciment. On se rassemble autour d'une cause, on se reconnaît dans une indignation commune, on vibre ensemble. Ça renforce le sentiment d'appartenance. C'est le côté tribu, en quelque sorte. C'est un peu ça. Mais le revers de la médaille, c'est que ça peut aussi créer des murs, augmenter la fragmentation sociale, l'incompréhension entre groupes. Et parfois, l'identité d'un groupe se définit surtout par son opposition à un autre qu'on va diaboliser. Et il y a ce mot qui revient souvent, la datafication. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour notre identité ? Ça veut dire que tout ou presque tout ce qu'on fait en ligne est transformé en données. Chaque clic, chaque like, chaque ami ajouté, chaque recherche. Même le temps qu'on passe à regarder une vidéo ? Oui, nos préférences, nos relations, nos habitudes, même nos émotions. Tout ça est quantifié, analysé, classé. Et ces données, c'est le pétrole de l'économie numérique. Ça sert à nous cibler avec de la pub, à mesurer si un contenu marche et surtout à entraîner les algorithmes pour qu'ils nous gardent accros. D'une certaine manière, notre identité numérique, ce moi donné, ça devient une sorte de produit dérivé. Le souci, c'est que le miroir que l'algorithme nous tend, il est biaisé. Biaisé. Comment ça ? Il est optimisé pour l'engagement, pour la pub, pour le profit de la plateforme. Pas forcément pour notre bien-être ou pour nous aider à devenir qui on veut être. C'est face à ce déséquilibre de pouvoir que des lois comme le DSA en Europe essayent d'agir. Le Digital Services Act. Oui, qui demande plus de transparence aux plateformes et qui veut donner accès aux données aux chercheurs pour qu'ils puissent regarder ce qui se passe vraiment sous le capot. Bon, d'accord. Le portrait des mécanismes et des risques est assez impressionnant, mais on avait dit qu'il y avait aussi des aspects positifs. On ne faut pas tout voir en noir, non ? Ah non, surtout pas. Et c'est vraiment important de le souligner. Pour plein de gens, et notamment pour ceux qui appartiennent à des groupes minoritaires, que ce soit par l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'origine, un handicap ou même des passions très pointues, les réseaux sociaux, ça peut être vital. Vital, carrément. Oui, ça peut être des espaces où trouver du soutien qu'on ne trouve pas ailleurs, où trouver des modèles, des gens qui nous ressemblent, où on peut explorer son identité, trouver des pairs, parfois pour la toute première fois. Ça peut même aider à gérer une sortie du placard en douceur, à son rythme. D'accord, ça c'est l'aspect communauté, soutien, très important. Oui. Et puis, il y a le développement de ce que les sociologues appellent le capital social. Garder le contact, même de loin, avec plein de gens, ça peut ouvrir des portes. Trouver un job, lancer un projet, avoir un conseil. Et puis, recevoir de la reconnaissance pour ce qu'on fait, pour ses idées, ses créations. C'est bon pour l'ego, c'est valorisant pour l'identité. Enfin, il y a la fonction de narration de soi. La narration de soi. Oui, tenir un profil, partager des choses, revoir ses anciennes publications, c'est une façon de construire activement l'histoire de sa propre vie, de voir d'où on vient, où on va. C'est un peu comme un journal intime, mais potentiellement public et interactif. Ok, c'est noté pour les bénéfices. Mais revenons aux risques.
On peut essayer de les lister plus clairement. Il y avait ce concept un peu technique, l'hétéronomie attentionnelle. Qu'est-ce que ça signifie simplement? Alors, hétéro, ça veut dire autre, et nomos, la loi, la règle, auto, c'est soi-même. Donc, l'hétéronomie attentionnelle, c'est l'idée que notre attention est de plus en plus guidée par l'extérieur, hétéro, par les plateformes, plutôt que par nos propres choix, auto. Ah, d'accord. C'est l'algo qui décide ce qu'on doit regarder? En quelque sorte, si ce qui défile sans cesse devant nos yeux est choisi pour maximiser le temps passé ou les réactions immédiates. Notre capacité à diriger nous-mêmes notre attention vers ce qui compte vraiment pour nous, pour notre identité, eh bien, elle peut s'affaiblir. On devient plus passif, on subit le flux. C'est cette sensation de scroller pendant 1 heure sans l'avoir décidé. Et même si, comme on l'a dit, les études nuancent l'impact massif sur tout le monde, cette petite érosio répétée, jour après jour, sur des milliards de gens, ça finit par faire quelque chose. C'est exactement ça. Un petit effet individuel, mais multiplié et répété, ça peut avoir des conséquences sociales importantes. Ensuite, on a les risques liés à la comparaison sociale, on en a déjà parlé. Oui, l'impact sur l'estime de soi, surtout chez les jeunes. Exactement. L'exposition constante à des idéaux souvent faux ou inatteignables, la pression du jugement via les likes, les commentaires, ça fragilise. Les sources comme Science Direct ou l'APAL le confirment. Il y avait aussi le réductionnisme métrique, le fait d'être réduit à un chiffre. Oui, c'est un peu l'idée. Le risque, c'est que notre valeur, celle qu'on perçoit chez les autres et peut-être même la nôtre, se résume à ces chiffres. Nombre d'abonnés, de vues, de likes. L'identité, qui est quelque chose de complexe, de changeant, d'intime, risque d'être aplatie, réduite à une performance qu'on peut mesurer. Ça pousse à une sorte de course à l'optimisation de soi pour avoir cette validation chiffrée. C'est l'idée de Goffman de la performance, mais avec une pression quantitative permanente. C'est épuisant. Ensuite, la polarisation. On entend ça partout. Les réseaux nous enferment vraiment dans des bulles. Ils y contribuent, c'est sûr. Ce n'est sans doute pas la seule cause. La polarisation a des racines plus profondes. Mais les algorithmes qui favorisent l'engagement peuvent amplifier les contenus qui divisent, qui font réagir fort. Ça renforce nos opinions de départ. Ajoute à ça la façon dont les discussions se passent en ligne, souvent agressives, caricaturales. Et oui, ça peut durcir les positions, rendre l'autre incompréhensible, voire détestable. Et n'oublions pas les risques plus directs, la vie privée, la dignité. C'est-à-dire, La collecte massive de données sur nous, les risques de fuite, le harcèlement en ligne, le doxing quand tes infos perso sont balancées publiquement, et puis cette trace numérique qui reste. Un truc posté il y a 10 ans peut te retomber dessus. oui, la fameuse mémoire d'Internet. Et tout ça, ça nous ramène au dernier gros risque, le déséquilibre d'information. L'asymétrie entre nous, simples utilisateurs, et les géants qui contrôlent tout ça. C'est le cœur du problème en fait. On évolue dans des environnements dont on ne connaît pas vraiment les règles cachées, celles des algorithmes, de l'exploitation des données. C'est pour ça que des lois comme le DSA européen sont si importantes. Pour essayer de rééquilibrer un peu. Oui, exiger plus de transparence, obliger les plateformes à ouvrir leurs données aux chercheurs indépendants pour qu'on puisse enfin mesurer les risques réels, les risques systémiques pour nos sociétés. Ok. Bon, le constat est posé, c'est complexe, il y a du bon, du moins bon, des risques sérieux. Face à tout ça, on peut se sentir un peu démuni. Mais on n'est pas complètement coincé, si. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle? Non, heureusement, on a de leviers d'action, au niveau individuel déjà. La première chose, c'est de développer une sorte d'hygiène numérique consciente. Ça commence par essayer de diversifier activement ses sources. C'est-à-dire aller chercher l'info ailleurs, consciemment. Oui, faire l'effort de suivre des gens, des médias qui pensent pas comme nous. C'est pas naturel, l'algo nous pousse pas à ça, mais c'est crucial pour sortir de la bulle. Ensuite, jouer avec les paramètres. Lesquels, par exemple? Couper les notifications inutiles qui nous zappent tout le temps. Masquer les compteurs de likes si la plateforme le permet. Ça aide à réduire la pression. Se fixer des moments sans écran ou sans scroller les fils. Et puis, essayer de ralentir. Ralentir la réaction? Oui. Avant de poster un truc, surtout si on est énervé ou très ému, prendre 1 seconde, se demander pourquoi je publie ça, pour qui, est-ce que c'est utile? Utiliser les listes d'amis, les groupes privés, pour choisir son public quand c'est possible. Et bien sûr, pour les ados, c'est essentiel d'accompagner. Accompagner comment? En parler avec eux, les aider à décrypter ce qu'ils voient, les images, les messages, discuter des risques,
Et faire respecter les âges minimums d'inscription, qui ne sont pas là pour rien. Suivre les conseils des psys et les éducateurs, comme ceux de l'APA. D'accord pour l'individuel. Et les plateformes, elles pourraient pas faire mieux? Oh que si, elles ont une responsabilité énorme. On parle de plus en plus de design éthique, de conception responsable. Ça pourrait vouloir dire quoi concrètement? Par exemple, nous donner un vrai choix de flux, algorithmique ou chronologique, simple, et expliquer clairement ce que ça change. Plus de transparence donc. Oui, une transparence utile. Pas juste des lignes de code, mais comprendre. Pourquoi on me montre ça? Comment mes clics d'aujourd'hui vont influencer ce que je verrai demain? Intégrer aussi des freins, des frictions positives. Des frictions, c'est-à-dire nous ralentir? Parfois, oui. Un message d'alerte avant de partager une info douteuse. Des limites au nombre de fois qu'on peut transférer un message viral. Des outils simples pour masquer les chiffres ou filtrer les contenus anxiogènes. Et surtout, une protection des mineurs renforcée par défaut. Compte privé, moins d'interactions avec des inconnus, etc. Et le dernier niveau, c'est les politiques publiques, la recherche. Oui, là, l'enjeu numéro 1, c'est de garantir cet accès aux données pour la recherche indépendante. Le DSA européen essaye de le faire. C'est un modèle. Il faut pouvoir auditer les algorithmes, mesurer les impacts sur la santé mentale, la démocratie. C'est indispensable. Et puis, investir massivement dans l'éducation aux médias et au numérique, à l'école, pour tous. Comprendre comment marche un algorithme, ce qu'est la comparaison sociale, l'économie de l'attention. C'est aussi fondamental que d'apprendre à lire et à écrire aujourd'hui. Bon, si on essaye de faire une petite synthèse de tout ça, ce que je retiens, c'est que les réseaux sociaux, ils ne créent pas notre identité à partir de rien, mais ils changent complètement le terrain de jeu. C'est un mélange de mise en scène de soi, comme disait Goffman, mais avec cette complication folle des publics mélangés, le contexte collapse, et par-dessus, la puissance des algorithmes qui nous renvoient une image de nous, et qui nous pousse, subtilement ou pas, dans certaines directions. C'est exactement ça. C'est une co-construction permanente de l'identité. Une danse entre nous, nos actions et l'architecture des plateformes. Et ça pose des questions éthiques énormes. Lesquels, principalement? Comment on préserve notre autonomie, notre capacité à décider qui on veut être, sans être juste une marionnette des algos ou de la pression sociale? Comment on protège notre dignité, pour ne pas être réduit à des données à vendre? Et comment on assure une forme de justice dans cet environnement numérique? Il n'y a pas de baguette magique. La solution, elle est sans doute dans une combinaison de choses. Plus de conscience individuelle, des plateformes mieux conçues et une régulation intelligente qui assure la transparence et le contrôle. Et toujours garder en tête la complexité. Les effets sont souvent nuancés, différents pour chacun, mais leur accumulation peuvent être très puissantes. Et pour conclure, peut-être une question à laisser mûrir. Dans ce monde où on est sans cesse face à notre reflet algorithmique, où la comparaison est si facile, comment on fait pour cultiver un sentiment d'identité qui soit vraiment à nous? Qu'est-ce qui, au fond, peut encore échapper aux chiffres, aux suggestions, au regard permanent des autres? Qu'est-ce qui reste de notre jardin secret, de notre propre histoire intime? Vaste programme.